Alors, bonjour, mesdames, messieurs, chers collègues, chers doctorants, chères doctorantes, chers toutes et tous. J'ai le plaisir d'ouvrir ces journées, les 7e rencontres doctorales organisées au sein de l'ENSA de Toulouse. Elles succèdent donc à celles organisées il y a 2 ans à Paris-Val-de-Seine. J'en profite pour remercier au nom du ministère l'école de Toulouse, Agnès Blondin, qui n'est pas là, mais j'allais dire c'est pour la bonne cause, puisque vous devez savoir qu'il y a l'inauguration aujourd'hui de l'IMVT, donc un nouveau bâtiment pour accueillir à la fois l'école de Marseille, un institut de paysage et encore... une autre structure, donc ça s'appelle Institut méditerranéen de la ville et des territoires. Et je remercie également donc la directrice adjointe Clotilde Castagne. Je souhaite bien sûr remercier l'équipe d'enseignants-chercheurs ayant composé le comité de pilotage de ces journées, en particulier donc Rémi Papillot, Nathalie Toré. Je dois écorner votre nom et Caroline Lamotte. Pour votre investissement, les enseignants-chercheurs responsables des chaires partenariales qui ont évalué les propositions de communication, le service de la recherche, celui de la communication et toutes les équipes de l'école, ainsi que Marc Vanterhout du bureau de la recherche qui vous a accompagné. Sans ce travail collaboratif à la fois entre la tutelle et les écoles, ce type d'événement ne pourrait pas avoir lieu. Donc un grand merci, parce que je sais que c'est en plus de tout le reste. Un grand merci également aux doctorantes et doctorants qui ont fait parvenir une contribution et à tous les acteurs de la recherche en architecture qui participent à ces rencontres. Il y a une dizaine d'ENSA qui sont aujourd'hui représentées, ainsi que des écoles européennes, sans oublier l'école spéciale d'architecture et l'école de paysage de Versailles. Avant d'aller plus loin, je voudrais rendre un hommage à plusieurs grandes figures de la recherche architecturale qui nous ont quittés récemment. Philippe Paneret, Monique Eleb, Ginette Batty-Tornikian, Jean-Louis Cohen et il y a à peine quelques jours, Jacques Lucan. C'est une grande perte pour notre petit monde, car ces enseignants-chercheurs ont chacune contribué à installer la recherche dans les ENSA et au-delà. Ils ont tous commencé par les programmes de recherche Corda dans les années 70, avant de rejoindre pour la plupart l'aventure du DEA, le projet architectural et urbain, qui a permis à de nombreux enseignants-enseignantes, aujourd'hui dans les écoles d'architecture, d'obtenir leur doctorat ou leur HDR. Quelques mots à présent concernant le dispositif des rencontres doctorales nationales en architecture et paysage. Elles sont organisées tous les 2 ans. Et ces journées sont destinées donc à valoriser la recherche qui se déroule dans nos écoles avec une thématique renouvelée à chaque édition. Cette année, l'intitulé des rencontres est « La recherche par le projet », avec des interventions organisées autour de 3 questions. Je vais passer très vite, l'échelle des grands territoires et les mutations de la ville contemporaine, les enjeux du cadre de l'intervention sur l'existant et les matériaux géobiosourcés, et enfin la médiation comme support à la recherche. Des sujets qui recoupent les priorités portées par le ministère de la Culture, mais également celles d'autres ministères tels que le ministère de la Transition écologique, par la profession et par les acteurs du cadre de vie. Les rencontres sont importantes parce qu'elles permettent aux doctorantes et doctorants de présenter leurs travaux sous différents formats, les communications, les posters, une exposition que vous allez avoir, des ateliers. Et au total, nous avons reçu, l'école de Toulouse a reçu près d'une trentaine de propositions de communication, émanant en majorité des ENSA, mais également d'autres établissements d'enseignement supérieur en Europe, voire au-delà. L'objectif, donc, c'est de montrer la capacité des architectes engagés dans la recherche à investiguer les enjeux contemporains à toutes les échelles, en faisant preuve d'un renouvellement des savoirs et des méthodes avec un haut niveau d'excellence scientifique. De fait, elle participe à mieux faire connaître les ENSA et leurs unités de recherche comme des lieux où se fabrique l'innovation au travers d'une recherche doctorale diversifiée et de qualité.
C'est aussi, bon là je ne sais pas s'il y a des étudiants de l'école de Toulouse, mais je pense que ce serait peut-être l'occasion pour celles et ceux qui souhaitent s'engager dans la voie de la recherche de pouvoir échanger à la fois avec des futurs collègues, doctorants, doctorantes en cours, des enseignants-chercheurs, et peut-être trouver son directeur ou sa directrice de thèse. La thématique de cette édition des journées est fondamentale. Elle vise à mieux comprendre ce que représente la recherche par le projet. À travers les présentations de ces 2 jours, vous essaierez de saisir comment le doctorat par le projet propose une investigation conduite non pas sur les seuls résultats du projet architectural ou urbain ou paysager, mais sur le processus de conception et de création. Même s'il est inutile de rappeler que le doctorat par le projet répond aux mêmes exigences scientifiques et académiques qu'un doctorat entre guillemets classique, avec des objectifs bien sûr de production de connaissances et de publication. Il présente néanmoins des spécificités dans la mesure où il met au cœur du projet de recherche les pratiques et processus de conception. Il permet de produire des savoirs susceptibles d'être réinvestis dans la pratique et cela ouvre la voie à des formes de diffusion et de valorisation singulières qu'il faudrait probablement développer. Et cela, bon, bien sûr, c'est dans la mesure où ces recherches s'appuient sur des outils de simulation propres à la discipline, le dessin, une place importante aussi donnée à l'iconographie, etc., ou sur des processus techniques et matériels dans lesquels le projet est un élément central de la thèse. En se distanciant de la démarche du projet au sens de celle pratiquée en agence, le doctorat par le projet vise à dégager des éléments de théorie qui démontreront l'apport de l'architecture à la connaissance. Pour tout ce que cela représente, le ministère de la Culture, par le biais du Bureau des enseignements et de la recherche, anciennement BRAUP, que tout le monde connaissait sous cet acronyme, donc le Bureau de la recherche architecturale, urbaine et paysagère, soutiendra donc, comme il le fait depuis le début, la publication des actes de ces rencontres dans la collection Recherche et Architecture aux éditions du patrimoine. Donc normalement, dans 2 ans, on aura les éditions de ces journées. Cette transition me permet d'aborder avec vous quelques sujets d'actualité. Le ministère va financer ou cofinancer des contrats doctoraux, 9 contrats à temps plein, 9 contrats à mi-temps en 2024, ce qui portera le nombre total à 43 contrats. C'est toujours trop peu, j'en conviens, mais nous allons entreprendre des démarches auprès de plusieurs partenaires susceptibles de s'engager pour augmenter ce chiffre. Par ailleurs, et comme vous devez le savoir, la revalorisation salariale des contrats doctoraux à la hauteur de ce qui est pratiqué au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est actée. La publication de l'arrêté est imminente et cette revalorisation sera rétroactive au 1er janvier 2023. Un travail de clarification relativement aux heures de services complémentaires restera encore à conduire, notamment avec les responsables administratifs de la recherche dans les écoles. Enfin, le ministère sera également là pour soutenir vos projets de publication, l'organisation de colloques et de journées d'études, ainsi que le financement des réseaux scientifiques et pédagogiques. Je finis enfin en lançant un appel à candidature pour l'accueil des prochaines rencontres doctorales en 2025, puisque je crois que nous n'avons pas encore d'école candidate. Je vous remercie encore une fois au nom du ministère et je vous souhaite de bons travaux. Merci. Merci Amina, nous sommes ravis de te voir arriver à ce poste. On avait vraiment besoin qu'il y ait quelqu'un là qui incarne la recherche au ministère. Avec Nathalie Tornet, donc dans l'organisation du programme et avec le comité scientifique, on avait l'idée, avant d'ouvrir le débat, ce qu'on fera tout à l'heure dans une brève introduction, d'avoir une introduction plus large et on a pensé à Bruno qui est venu il n'y a pas très longtemps pour une soutenance de thèse, Bruno Reichlin, qui a participé à beaucoup de thèses et beaucoup d'écoles doctorales. Il était en Italie
Rome, Venise, Milan. Il a été professeur à Mendrisio, il a été à l'EPFL, il a été enseignant à Nancy. Donc à lui tout seul, c'est une rencontre doctorale européenne sur plusieurs décennies. Et donc on voulait avoir son témoignage de départ, surtout suite à ce qui a été dit lors de la soutenance de thèse de Jean-François Marty, où la question justement de la recherche sur le projet, pas par le projet, on y reviendra, était tout à fait majeure sur les églises de Alvar Aalto. Bruno, je te donne le micro. Bonjour, je remercie Rémi pour quelques mots qu'il a dit sur moi. Peut-être il a exagéré, j'espère ne pas être pas trop décevant. Mais c'est vrai qu'étant donné mon âge, il m'est arrivé d'être confronté à la naissance, plus ou moins, dans les écoles européennes, disons, de la recherche et naturellement de la recherche doctorale. Quand j'étais à Nancy, au début des années 80, il y a eu des grands débats parce que la question était de savoir est-ce qu'on veut faire de la recherche, on peut faire de la recherche en architecture, on ne savait pas quoi, et si ça valait la peine de s'engager pour ça ou pas. Je me souviens encore, parce que je le connaissais déjà, et on se fréquentait très souvent avec Jean-Louis Cohen et Monique Leb, que, disons, il y avait plus d'ennemis de l'école, du doctorat dans les facultés d'architecture, dans l'école d'architecture, qu'ailleurs. Et surtout, il y avait un grand problème qui, je pense, est toujours ouvert, hein, pour ceux que j'en sais, de rapport que les écoles d'architecture entretiennent avec l'université. Parce que c'était ce qui faisait que beaucoup d'étudiants d'architecture qui ont un diplôme professionnalisant, hein, finissaient pour, s'ils voulaient faire une recherche, ils devaient de façon ou d'autre entamer des rapports avec des professeurs des facultés d'histoire de l'art. Je pense que c'est comme ça qu'il y a eu pas mal quelques professeurs, disons, qui même un est décédé il y a quelques années, qui ont eu énormément d'étudiants sur des thèmes d'architecture en tant que recherche doctorale, mais sans l'avoir voulu vraiment. C'est parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens. En Suisse, jusqu'en les années 90, il n'y avait pratiquement pas de doctorat. C'est-à-dire, on aurait pu faire du doctorat à l'école polytechnique de Zurich et de Lausanne, mais personne n'en faisait. C'était quelques étrangers qui venaient, qui n'avaient besoin pour faire carrière, disons, politique à l'intérieur des autorités de leur pays. C'est-à-dire que personne ne s'intéressait, pensait que c'était possible. Il faut dire que c'est une des raisons pour laquelle, quand j'étudiais à l'école polytechnique fédérale, j'avais l'impression, quand je suis sorti, d'être un ignorant qui avait fréquenté une mauvaise école d'art. Et alors, je me suis dit, où apprendre finalement quelque chose d'intelligent sur l'architecture? Je suis regardé autour, je suis allé à Ulm, où il y avait la Hochschule für Gestaltung, où il y avait Maldonado, il y a eu Max Bill et toute une équipe de gens qui s'intéressaient vraiment à comment pensait le projet, et naturellement à partir d'instruments qui étaient, disons, des sciences autour de la connaissance, de la sémiotique, du structuralisme, disons, enfin, plein de réflexions menées sur le fait d'améliorer. Christopher Alexander, par exemple, est passé aussi par Ulm, enfin, plein de gens Norbert Schulz aussi, enfin, plein de gens qui sont intéressés dans ces années-là à la théorie et à l'histoire de l'architecture, et à la théorie et au projet, naturellement, et l'intérêt du projet pour la théorie, et vice-versa, qui était à Ulm. L'école de Ulm était en train de fermer. Quand je suis arrivé, il y avait un très grand écriteau défendant l'école de Ulm, et fini la recherche. Alors je me suis inscrit en Italie. En Italie, il n'y avait pas d'école doctorale non plus. Mais des études d'architecture longues, la possibilité à l'intérieur de l'école même, disons, d'assumer différentes formations plutôt professionnalisantes ou des formations plutôt orientées sur l'histoire de l'architecture ou des thèmes inhérents, disons, à la théorie architecturale. Et il faut dire qu'un grand mérite
bien qu'on a dit toutes les couleurs contre, l'école de Rome était fondamentale. Et avec Piacentini, avec surtout Giovannoni, Piacentini, Fasolo, et puis encore d'autres. C'est-à-dire, c'était une école d'architecture qui est naturellement très conservative sur le plan du projet, mais très intéressant du point de vue, disons, de l'exploitation de l'objet architectural, du point de vue archéologique, du point de vue de l'histoire, et puis naturellement aussi des stratégies, des projets, c'était des stratégies inspirées beaucoup, pour l'école de Rome par exemple, des travaux, disons, de choisi. Hein. C'était intéressant, mais il y avait, mais c'était, une captation de connaissances qui était très importante, disons, pour étudier l'architecture. Et ce n'est pas un hasard que l'école de Rome a produit plein d'historiens d'architecture de grande qualité et d'architectes cultivés. C'est l'architecture des années 50, 60 jusqu'à 70 en Italie était tellement intéressante, même si pas beaucoup de monde s'en était aperçu. Ceux qui sont aperçus, c'est des gens comme Venturi, comme Eisenman, etc., qui notamment ils ont fait des longs voyages guidés par leurs professeurs en Italie. Mais ça, on a un peu oublié. Il est sorti récemment une histoire, disons, de Venturi en Italie, pendant une longue période qu'il a passée. Et je dois dire, c'était ridicule, disons, le peu que celui qui a produit ce livre a pu dire sur ce qu'a appris Venturi en Italie, où il a maintenu, il avait des contacts directs avec ce milieu professoral. Mais il n'y avait pas de doctorat, c'est-à-dire on sortait d'autori quand on avait fait, disons, 5 ou 6 ans d'études et on avait, obtenu une laurea. Maintenant, depuis beaucoup de temps, il y a évidemment en Italie une formation doctorale et là peut-être j'y reviendrai parce que c'est quand même un des pays où s'installait une école doctorale. Une école doctorale ou plusieurs écoles doctorales, justement devant le fait que l'architecture, disons, présente beaucoup de spécificités. Mais que je sache, il n'y a pas une école doctorale, et je dirais, Dieu merci, pour le projet d'architecture. Il y a plutôt quelque chose qui est un peu malheureux pour les étudiants, je pense surtout à des étudiants qui ont étudié à Rome, qu'ils font des thèses, ils peuvent faire des thèses avec l'histoire ou le projet. L'enseignant de projet et l'enseignant d'histoire. D'habitude, c'est des excellentes thèses d'histoire d'architecture. Un peu où l'importance du projet est plus ou moins grande dans la thèse, mais où il n'y a pas une distinction nette. Mais cela est un grand désavantage pour les étudiants qui ont une thèse d'architecture, parce qu'ils ont beaucoup plus de problèmes à s'insérer dans un curriculum disons, d'enseignement. Tandis que ceux qui ont une thèse plutôt d'histoire, d'architecture, enfin, définie comme telle, peut-être du point de vue contenu très semblable à la thèse faite avec les architectes, mais qui, par des raisons presque administratives, de gestion du savoir, des potentats qui sont présents dans les écoles, ont moins de chances de trouver un poste comme assistant, et puis après comme maître, assistant de ruolo, puis je vous évite toutes les différentes catégories d'enseignants qu'on peut avoir en Italie. En Belgique, là, je ne sais pas. C'est vraiment, mais j'ai quand même été présent, disons, dans quelques thèses. Je me suis rendu compte que c'était un peu, un prof, un étudiant qui propose un thème et il est suivi par un professeur.
Et puis, quand même, parce qu'il y a des professeurs qui sont ouverts et intelligents et curieux, ils associent à fur et à mesure, selon le type de thèse, ils associent des spécialistes dans ce domaine. Ce qui est très important. Moi, je pense qu'on ne peut plus avoir ce qui était une fois le privatissimus, comme encore on le fait malheureusement en ce moment à l'Académie de Mendrisio, où il y a un professeur qui a un rapport très particulier avec son étudiant. Personne ne sait ce que l'étudiant fait, quel thème il élabore. La thèse elle est soutenue dans un milieu où il y a très peu de public à la fin, les gens ne s'intéressent pas. Donc, les professeurs de projet sont des excellents projecteurs, mais alors loin, kilomètres loin de la recherche. Ils pensent bien que la recherche et penser l'architecture, ça leur empêche dans leur créativité. C'est une idée fantastique, disons, quand on pense que maintenant, tous les sciences cognitives, portent justement, s'intéressent autour de ce rapport de savoir et de la créativité. Et les architectes peuvent encore se conduire comme des peintres pompiers, disons, à la fin du 19e. Mais c'est toléré. Alors, j'aurais quand même rappelé une chose. C'est que pour des étudiants qui ont fait des écoles d'architecture orientées sur la profession, sur les capacités en tout cas de projectuel, disons, parce que c'est ici le mot professionnalisme, c'est une très mauvaise réputation. Chez nous en Suisse, on cherche dans les bureaux des gens qui ont une professionnalité, effectivement. Mais bon, chaque pays a ses bêtes et ses problèmes. C'est pour des gens qui ont cette formation, faire un doctorat en architecture, c'est vraiment un virage énorme. Les professeurs devraient savoir qu'est-ce que ça veut dire. Donc, c'est tout à coup une autre façon de penser, de poser les questions, les problèmes, de s'assurer de la solidité de son savoir, de chercher les sources où une certaine pensée s'est développée pour se mettre, disons, pour s'insérer dans celle qu'est la cité scientifique, pour citer, disons, à tort et à travers Bachelard. C'est-à-dire, est-ce qu'il existe une cité scientifique de l'architecture? Et comment elle se constitue? Où sont déposés les savoirs? Et ça, c'est un sacré problème. Après, s'exprimer en écrit de façon pédante, développer des idées autour, disons, de ce que se fait l'architecture, considérée sur des points de vue qui ne sont pas nécessairement ceux du projet, mais souvent aussi cela. Or, je dirais que, vu de l'état pitoyable de l'histoire de l'architecture du XXe siècle, vraiment pitoyable, parce que ça, je peux le dire, parce que j'ai quand même travaillé à plusieurs œuvres gigantesques, monumentales, disons, d'investigation de l'architecture. Une œuvre, par exemple, l'encyclopédie de l'architecture mondiale, avec volume spécial sur le XXe siècle, même sur une patrie du XXe siècle, c'est-à-dire 1940, 1080, je me suis rendu compte, en recueillant plein de textes autour des bâtiments, parce que c'était une encyclopédie publiée par Springer Verlag, disons, c'était la prosecution de la fameuse Wasmund-Geschichte der Weltarchitektur. Je m'étais rendu compte qu'en recueillant des textes sur des bâtiments, parce qu'on voulait documenter des bâtiments, les expliquer, les placer à l'intérieur, disons, de tant d'autres bâtiments dont ils sont semblables, mais aussi différents, en quoi ils sont différents, pour marquer des tendances et tout. Et je dois dire qu'à la fin de ce travail, avec la collègue avec qui on avait travaillé, on aurait voulu écrire une espèce de, je sais pas, en italien, je disais, demenziario dell'architettura del XX secolo. C'est un bêtisier, voilà, un bêtisier de l'architecture du XXe siècle, en recueillant toutes les choses stupides que les livres d'histoire de l'architecture racontent sur notre métier. C'est pour ça que je pense qu'une tâche fondamentale, déjà dans l'enseignement et dans le développement successif, disons, de la culture de l'architecte après sa formation plus ou moins bancale qu'il reçoit dans les écoles d'architecture, dont je suis aussi co-responsable. J'étais enseignant pendant tellement d'années.
il faut, je me dis maintenant, il faut absolument que l'histoire de l'architecture, mais disant tous ces aspects, oui, des méthodes de projet. Mais est-ce que quelqu'un s'est intéressé comment se sont constitués les grands manuels d'architecture du XXe siècle? Quand je parle de, comment dire, de ce magnifique ouvrage qui a été en supplie, je pense, en sorti 120 volumes, n'est-ce pas, d'un Handbuch des Architekten en Allemagne, parti en 1890, réédité constamment jusqu'en 1943, réadapté, 120 ou 140 volumes, il faut bien dire, des volumes remis à jour, etc. Presque personne n'est au courant, personne s'en sert. Et parlons pas de toute la manualistique, ce qui pourrait être, par exemple, un domaine intéressant, parce qu'il y a quand même des genres nouveaux qui surgissent. Je ne parle pas de type de genre, parce que déjà, c'est une distinction nécessaire. Disons, bâtiment pour l'école de la formation, c'est un genre, ce n'est pas un type. À l'intérieur d'un genre, il y a beaucoup de types, l'école pavillonnaire, l'école, disons, en hauteur, etc. etc. Enfin, je ne parle pas de cette banalité, mais c'est fondamental. Disons, si on fait l'histoire des bâtiments d'école ou des bâtiments institutionnels, on s'apercevra le chemin très long qui amène du château baroque à la mairie d'une ville allemande du début du siècle à, disons, le bâtiment administratif actuel. J'ai toujours aux étudiants un critère imbattable pour savoir si c'est un bâtiment récent ou ancien, c'est si vous ne trouvez pas l'entrée, c'est un bâtiment moderne. Bon, mais donc, même sur ces banalités, il y a plein de savoirs à produire. Donc, sur la spatialité architecturale, à partir de Schwarzkopf, déjà d'autres, naturellement, c'est incroyable qu'est-ce que l'architecture baroque et tout a développé autour de la spatialité. Mais la réflexion sur la spatialité commence beaucoup plus tard. C'est très intéressant, les œuvres plus intéressantes qui découvrent le baroque en tant qu'étude de la spatialité, de la vision, de l'approche qu'on a à l'architecture, de la façon de la documenter, de la transmettre. Eh bien, ça, c'est fin 19e. Schwarzkopf critique Wölfflin parce qu'il dit Wölfflin s'arrête sur la porte de l'église et il fait des photos où il fait les faire. Il se sert des alinari ou autre chose. Mais l'espace architectural, il doit être exploré. C'est très important d'agir dedans, de le visiter, d'en jouir en remarquant les rythmes, les répétitions. En fait, plein de choses, disons, qu'on peut très aisément lire dans tous les livres qui n'existaient pas sur Schwarzkopf. Et ses élèves, comme Pinder, etc. C'est-à-dire, il y a toute une fantastique élaboration théorique de la jouissance de l'architecture à travers l'observation qui n'a même pas encore été vraiment, systématisée et présentée. Moi, je me souviens que quand j'ai rencontré une fois Bruno Zevi, parce que j'avais une question sur sa culture dans l'histoire de l'architecture, comme Zevi était un formidable promoteur de la culture moderne, et la différence de ses investigations par rapport à celle de Moretti, par exemple, qui était un peu, son ennemi, ami, c'était les deux, peut-être, qui étaient les plus engagés par rapport à la culture architecturale, spatiale, constructive. C'était ceux qui pensent l'architecture comme elle se fait. Magnifique texte de Moretti que personne ne lisait pendant des années parce que Moretti est un fasciste, n'est-ce pas? Malheureusement, c'est un fascisme très intelligent, ça arrive. Hein. Et là, je dirais, tout ça a été très peu étudié. Donc, encore, quand avec l'Archivio del Moderno, Suisse, on a fait la grande exposition de Moretti à Rome, des collègues dans notre école, ils ont dit, M. Reisner et d'autres, n'est-ce pas, parce que aussi Franz Graf a participé naturellement, etc., ils sont de sympathie pour le fascisme, c'est indigne de travailler là-dessus. Et
Et les Italiens qui sont aperçus que nous, on arrivait avant eux à faire un travail sur Moretti, disaient la calata degli Svizzeri à Rome, c'est-à-dire les Landsknechte qui descendent à Rome, n'est-ce pas? On sait les dégâts qu'ils ont fait, disons, 1500, n'est-ce pas, en foutant en l'air à moitié la ville de Rome. Tout cela pour dire que, comment dire, il y a des approches de fond qu'il faut mettre sur place et pour lesquelles il faut chercher les compétences et il faut rendre accessibles les textes. Et je pense que la culture allemande, en tout cas entre fin du 19e et jusqu'aux années 40, est fondamentale. Puis après, elle a été détruite naturellement pour le fascisme. Tous sont partis aux États-Unis et beaucoup, malheureusement, pas mal, comme dire de ces historiens, ils sont presque poussés, disons, aux marges de la culture architecturale. Alors, je pense que c'est fondamental que le suivi des thèses de doctorat, déjà, fait l'objet d'une réflexion. Il y a plusieurs champs de compétences. On ne peut plus avoir des étudiants qui arrivent des thèmes farfelus et les professeurs, parce qu'ils se sont, oui, d'un côté, il est content qu'on lui demande, n'est-ce pas, de suivre cette thèse, parce que ça veut dire que c'est un choix affectif d'intérêt, n'est-ce pas, pour lui. Grâce à l'étudiant, il connaîtra plein de choses intéressantes, il peut se servir de l'étudiant un peu comme, comment dire, comme une espèce d'explorer le terrain, hein, comment dire, dans la guerre, disons, il y a tous des avant-postes, on envoie se sacrifier les plus jeunes. Ça ne doit plus exister. Par contre, il faut penser à des écoles doctorales construites autour d'un certain savoir. Et là aussi, il faut des savoirs dont on s'assure qu'il y a une espèce de continuité d'intérêt. Parce que naturellement, les écoles d'architecture, elles sont constamment sujetties aux modes. Moi, je l'ai vu maintenant avec Mendrisio. On a mis sur pied toute une étude, une espèce d'encyclopédie de la restauration de l'architecture du XXe siècle. Maintenant, on se trouve deux personnes qui sont un foutu dehors de l'école, moi à la retraite, n'est-ce pas, qui portent avant un programme, j'ai monstrueux. Premier volume, on l'aura bientôt. Les autres, Dieu sait, on a recueilli des témoignages de partout en Europe, n'est-ce pas, sur comme même s'est mis en place la restauration du moderne, parce que c'était évident, c'était toute recherche autour du sauvetage du patrimoine moderne. Alors, comme repérer des œuvres, hein, parce que ça c'est tout différent. Disons, personne, je pense démolir, je sais pas, le Dôme de Milan, peut-être le transformer en parking. Ça arrivera sûrement un jour ou l'autre. Mais on n'y est pas encore. Mais des bâtiments qui ne sont pas du tout encore rentrés, qui sont encore dans le limbe de l'histoire, qui ne sont pas encore entrés dans l'histoire. Welzenbacher, grandissime architecte, dont on ne saura jamais presque rien, parce que son archive était détruite par la guerre, et parce que systématiquement on a détruit ces bâtiments, et quand il y avait des historiens qui pouvaient lire des œuvres pour aider des gens qui ont acheté des villas magnifiques de Welzenbacher, dire, écoutez, mais cette villa elle a plein de qualités, regardez les qualités, n'est-ce pas? Non, c'est tranquille, il n'y a aucun intérêt dans ce bâtiment, et comme ça ils ont détruit des chefs-d'œuvre. J'ai parlé enfin avec une cliente, qui a acheté une magnifique villa de Welzenbacher. Quand je lui ai montré les images de comment elle était avant, et je lui ai expliqué pourquoi, elle était, comment dire, oui, affrante, effrayée. Mais j'ai fait une œuvre de sabotage, de dévastation, disons, sous conseil et accompagnement d'un historien de l'art. Parce que là aussi, il y a une question. Justement, les historiens de l'art, qu'est-ce qu'ils enseignent sur l'architecture et qu'est-ce qu'enseignent les architectes? Qu'est-ce que les architectes pour enseigner? Or, quelqu'un comme Giovannoni, au début du siècle passé, il avait parfaitement compris qu'il fallait former les architectes à l'histoire de l'architecture, parce qu'eux, ils avaient un rôle particulier à travers la connaissance naturellement de l'histoire, de l'archéologie, etc., avec le relevé, tous des instruments pour comprendre l'architecture, que l'historien de l'art, surtout pour les modernes, souvent n'a pas.
En tout cas, c'est important. Et ce n'est pas un hasard, justement, j'ai déjà dit qu'à Rome, il y a eu plein d'excellents historiens portugais. Oui, quoi? Encore 5 minutes. Oui. Bon, d'accord. Alors, c'est tout un problème. Alors, il faut des écoles doctorales, mais qu'ils soient définies à partir des contenus. Il faut toujours penser que dans un doctorat, il faut des accompagnateurs qui ne sont pas seulement le prof, mais mais aussi d'autres dehors, qui peuvent subvenir, disons, du point de vue méthodologique ou par ce qu'ils savent, etc. Que c'est une chance fantastique pour apprendre des choses en tant qu'enseignant. Moi, j'ai appris beaucoup plus que les étudiants, évidemment, quand j'ai organisé des travaux, des voyages d'études. D'habitude, quand on fait un voyage d'études, les étudiants s'appuient au mur, après le bâtiment au dos, fatigués. Oh, oui, on a marché, ça fait beaucoup de temps qu'on a marché. Et alors, moi, mon collègue, on se disait, parfait, maintenant on va voir, nous, le bâtiment, on n'a plus personne qui nous emmerde. Ça, il faut se rendre compte. Qu'il faut grand savoir, il faut fructifier tous les savoirs qui sont disponibles sur la scène architecturale. C'est pour ça qu'à Genève sont passées infiniment de personnes, grâce à ça, avec le peu d'argent qu'on avait. Et on allait visiter, on allait chez eux si eux ne venaient pas chez nous. Mais nous, on n'avait même pas une vraie école doctorale, c'était une formation de 3e cycle de 2 ans, où il y avait tous les jours, quand même, 2 fois par semaine, 2 jours, disons, d'enseignement, d'histoire, de technologie, etc. C'est-à-dire, l'école doctorale, c'est un lieu encore de formation très important, mais il faut que ce potentiel de formation soit présent dans l'école. Et ce n'est pas présent, ou bien on crée des alliances à l'intérieur de plusieurs écoles. Il faut bien voir où sont les compétences et comment faire converger ces compétences, dans un enseignement organique. Et on peut se payer à plusieurs, disons, la venue d'un spécialiste qui fait des cours pendant 3-4 semaines, etc., à fur et à mesure de l'avancement du projet. Mais c'est pour ça que beaucoup de profs doivent voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que cherchent et font des étudiants qui font le doctorat. Ça ne doit pas rester une affaire privée. Oui, alors, école doctorale, ouverture sur plusieurs champs, et puis que les étudiants rendent des rapports et font l'avancement de projet, ils doivent prendre, transmettre, de dire, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire, et alors voir s'ils sont même capables de dire ce qu'ils font, parce que c'est diabolique quand dans une soutenance de thèse, oui, l'étudiant récite un peu qu'est-ce qu'il a fait, mais au fond, il n'est même pas capable de dire pour quelle raison, quel est le fond de son intérêt, où le porte le fond de son intérêt. Heureusement, ça arrive un peu rarement, toujours un peu moins, mais il faut bien se rendre compte de ça. Et puis, ça, je termine là-dessus, je pense qu'il faudrait, ça je l'avais proposé quand j'ai été consulté à l'école de Belleville, je crois, oui, pour donner quelques raisons, et puis comme ça. Et là, c'était amusant. Je donne des cours, Belleville, il y a des espaces avec des piliers un peu ici, par là. Les étudiants se mettaient toujours derrière les piliers. C'est pas mal, comme ça, les images ne les dérangent pas. C'est ce que je peux comprendre. Mais le pire, c'est quand il y avait des discussions autour de ce que pourrait être le doctorat, parce qu'encore, je dirais, ça faisait il y a 10 ans, on s'interrogeait un peu sur qu'est-ce que pourrait être le doctorat et comment être structuré. C'était les étudiants qui nous expliquaient, et les autres, tous les profs de vie qui étaient à écouter ces oracles, n'est-ce pas, qui parlaient. Alors, je dis, très bien, moi je suis à la retraite, je m'en fous de votre formation, je suis parti. Seulement pour dire que vraiment, c'est mettre en commun les expériences, créer une concurrence entre les professeurs est fondamental, qu'ils ne s'endorment pas les professeurs, disons, sur leur présupposé savoir. Bon, c'est tout.